Bonjour et bienvenue sur la Revue des Griots. L'épisode sur l'histoire politique de la Centrafrique sous Bokassa étant toujours en cours d'écriture, j'ai décidé de traiter 4 actualités politiques qui ont secoué le continent africain durant tout le mois de février. Le concept de l'émission d'aujourd'hui est simple. Je vous livre une actualité politique ainsi que son contexte historique. Ensuite, nous aborderons des infos supplémentaires. On parlera donc du Cameroun où un attentat à la bombe a fait un mort et quelques blessés. Nous ferons un tour au Gabon où le général Oligui Nguema veut se séparer du palais parisien d'Ali Bongo. Après, on va basculer du côté de la Guinée-Conakry où un certain général dissout son gouvernement et séquestre ses ministres. Nous finirons avec la CEDEAO qui, en bon pervers narcissique, refuse la demande de divorce du Niger, du Mali et du Burkina Faso et finit par lever certaines sanctions imposées au Niger après l'avoir bien maltraité. Alors, c'est parti pour le premier segment. Le 11 février, une bombe artisanale a explosé dans la ville de Kambé, une ville qui est située dans la région du nord-ouest du Cameroun. Le gouvernement camerounais soupçonne des séparatistes anglophones d'être à l'origine de cette attaque. Je vous laisse écouter ce qui s'est déroulé. Dans la commune de Nkambé, située dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun, un attentat à la bombe a fait au moins un mort et des dizaines de blessés dimanche. Les autorités soupçonnent les séparatistes anglophones qui combattent l'armée depuis 7 ans. Plusieurs personnes auraient été blessées, dont des enfants qui reçoivent des soins médicaux dans les différents établissements de santé de Nkambé. Ici, on soupçonne que des combattants séparatistes soient derrière cette attaque, survenue alors que les Camerounais commémoraient ce 11 février la journée nationale de la jeunesse. Avant les événements menant à cette commémoration, les combattants séparatistes, qui réclament une nation indépendante depuis 2016, dans les 2 régions anglophones, ont interdit toute activité, allant jusqu'à instituer un blocus d'1 semaine visant à perturber toute activité, montrant qu'il y a un retour à la normalité dans les 2 régions anglophones du Cameroun. L'incident à Nkambé souligne une fois de plus la réalité alarmante des attaques fréquentes lors des événements majeurs du gouvernement dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a annoncé ce lundi l'arrestation de 3 personnes en lien avec l'explosion, qui représente la première attaque significative à Nkambé depuis le début du conflit armé en 2017. Depuis 2017, le Cameroun est le théâtre d'un conflit armé qui secoue 2 de ces régions, la région du Nord-Ouest et la région du Sud-Ouest. Ces 2 régions sont les régions dites anglophones du pays. Et dans ces régions se trouve à peu près 20% de la population camerounaise. En 2017, un groupe de séparatistes issus des régions anglophones a déclaré la sécession. Ils ont annoncé l'indépendance des régions anglophones et la naissance d'une nouvelle république, la République d'Ambazonie. Depuis ce temps, la région anglophone du Cameroun est l'objet d'affrontements violents entre les forces de l'armée camerounaise et les séparatistes. Ce conflit tire son origine dans l'héritage colonial du Cameroun. Le Cameroun a été un protectorat allemand de 1884 à 1916. À la suite de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le Cameroun passe entre les mains des Britanniques et des Français. La France et la Grande-Bretagne vont gérer différemment ces 2 territoires, autant sur le plan linguistique qu'institutionnel. En 1960, le Cameroun francophone obtient son indépendance et forme la République du Cameroun. Tandis que le Cameroun anglophone, qui est administré par les Britanniques, n'est pas encore indépendant. À la suite de 2 référendums qui ont eu lieu en février 1961, la partie nord du territoire qui constitue le Cameroun anglophone de l'époque va choisir de se rattacher au Nigeria, tandis que la partie sud de ce même Cameroun anglophone va rejoindre le Cameroun francophone. C'est donc la partie anglophone qui avait rejoint le Cameroun francophone en 1961 qui est en pleine crise aujourd'hui. D'ailleurs, une partie du problème se trouve dans ce fameux référendum du 11 février 1961. De nos jours, certains militants anglophones remettent en question le référendum de 1961 en affirmant que l'ONU ne leur avait pas laissé le choix d'être une nation autonome. Pourtant, la majorité de la population du Cameroun anglophone aspirait à l'indépendance.
En fait, l'ONU leur avait imposé de choisir entre soit rejoindre le Nigeria, soit rejoindre le Cameroun francophone. Le mal-être des anglophones commence après l'année 1961, quand Amadou Ahidjo, président du Cameroun, entreprend ce qu'on va appeler la francisation de la zone anglophone. C'est-à-dire que le régime d'Ahidjo va commencer à effacer petit à petit tout ce qui rappelle l'héritage colonial britannique de la zone anglophone, pour le remplacer par un système dit francophone. Par exemple, au niveau de la monnaie, le franc CFA va remplacer la livre. Au lieu de conduire sa voiture à gauche, la voiture sera plutôt conduite à droite. Et le système scolaire anglophone sera aligné sur le système scolaire francophone, etc. Cette francisation de la zone anglophone était une stratégie purement politique. Il fallait contrôler cette zone car dans les années 60, Ahidjo et la France mènent une lutte sanglante contre la rébellion de l'UPC, un mouvement nationaliste qui conteste le régime d'Ahidjo. Pour Ahidjo, il fallait empêcher que l'UPC fasse de la zone anglophone une base arrière. Les Camerounais anglophones vont se plaindre à plusieurs reprises de discrimination et d'exclusion de la part des élites politiques et des citoyens ordinaires. Leurs plaintes seront réprimées par le régime en place. Quand Paul Biya arrive au pouvoir en 1982, il poursuit la politique de francisation qu'Ahidjo avait commencé des années plus tôt. Dans les années 90, le Southern Cameroon's National Council déclare l'indépendance de la République d'Ambazonie. C'est une déclaration symbolique et pacifique. Pour résumer, les Camerounais anglophones se plaignent non seulement de la francisation de leur région, mais aussi du fait que l'État camerounais n'alloue pas les ressources nécessaires pour favoriser le développement économique de leur région. La crise éclate en 2016 quand des avocats anglophones organisent une grève pacifique pour dénoncer la francophonisation du système juridique dans les régions anglophones. Ils se plaignent du fait que l'État camerounais envoie travailler dans les régions anglophones des juges et des procureurs qui sont natifs des zones francophones. Des enseignants et des étudiants anglophones qui eux avaient des griefs différents vont se joindre à cette grève. Les grèves sont réprimées dans le sang par les forces de sécurité camerounaises. Les négociations engagées entre les grévistes et le gouvernement camerounais vont échouer. Et en 2017, la crise va muter et dégénérer en insurrection armée, avec des groupes de séparatistes anglophones qui demandent la sécession. Le problème anglophone est aussi un problème national, car nombreux sont les Camerounais francophones qui partagent les nombreuses demandes des Camerounais anglophones. Les Camerounais anglophones comme francophones se rejoignent sur le fait que cette crise est une illustration de la mauvaise gouvernance, la gestion d'un gouvernement où tous les pouvoirs sont centralisés. Les ONG nationales et internationales accusent régulièrement les séparatistes, l'armée et la police camerounaise de crimes et d'exactions contre les civils. Le conflit a entraîné de nombreux morts, des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés, et la destruction de nombreux villages situés dans les régions anglophones. Sur les réseaux sociaux, le président camerounais, son Excellence Paul Biya, a condamné avec la dernière énergie cet attentat. Aucun mot quant à la résolution du conflit. Silence total. Bref, l'État camerounais sortira peut-être de son mutisme au prochain bombardement. Quant à nous, nous passons au segment suivant. En Guinée-Conakry, le 19 février 2024, le président de la transition de la République de la Guinée, le général Mamadi Doumbouya, dissout son gouvernement. Rappelons que Mamadi Doumbouya a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021. Officiellement, les raisons de la dissolution du gouvernement n'ont pas été communiquées. Certains analystes politiques soupçonnent les difficultés de management au sein du gouvernement d'être une des causes de la dissolution. Un véritable bras de fer se jouait entre Bernard Goumou, l'ancien Premier ministre, et Charles Wright, l'ancien ministre de la Justice. Ce bras de fer aurait-il précipité le balayement du gouvernement? Possible.
Une autre hypothèse émise par certains analystes politiques serait la crise sociale et économique que la Guinée traverse. Une crise sociale alimentée par les restrictions de l'accès à l'Internet, le musellement de la presse, la crise des carburants et les délestages. En attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement, la gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet et les secrétaires adjoints. La plupart des ministres qui ont été remerciés sont cloîtrés chez eux et sous surveillance. Sur ordre du président de la transition, le passeport et la voiture de service ont été confisqués et le compte en banque gelé. Vont-ils faire face à des poursuites judiciaires de la part du président de la transition? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui leur est concrètement reproché? Un autre gros point d'interrogation. Pour rappel, après la chute de l'ancien chef d'État Alpha Condé, la junte militaire au pouvoir avait fait subir le même traitement à certains anciens ministres d'Alpha Condé. Jusqu'à nos jours, certains ministres qui ont servi sous Alpha Condé demeurent incarcérés à la maison centrale de Conakry, tandis que d'autres ont reçu l'interdiction de voyager. Bref, ça ne sent pas bon du côté de la Guinée-Conakry. Actualité numéro 2. L'État gabonais met en vente un hôtel particulier situé dans le 7e arrondissement de Paris. Cet hôtel avait été acquis en 2010 à près de 100 millions d'euros par le président déchu Ali Bongo. L'État gabonais espère obtenir de cette vente un joli pactole de 200 à 400 millions d'euros. Cette vente s'inscrit dans la volonté du général Brice Clotaire Oligui de mettre de l'ordre dans les comptes publics gabonais. Notons que cet hôtel est un symbole des biens mal acquis par la famille Bongo. Plusieurs milliardaires seraient intéressés par la transaction immobilière, notamment le Français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, le Français Xavier Niel, patron de Free, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman ou encore quelques riches chinois. À la revue des grilles, on souhaite à l'État gabonais une bonne vente. Actu numéro 3. Levée des sanctions de la CEDEAO contre la Guinée-Conakry et le Niger. Quoi de mieux qu'une bonne nouvelle pour clôturer ce mois de février? Les chefs d'État des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis ce samedi 24 février à Abuja, ont décidé de lever les sanctions économiques et financières à l'encontre de la Guinée-Conakry et une grande partie des sanctions contre le Niger. Pour rappel, à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 qui a scellé la chute de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, la CEDEAO avait imposé des sanctions draconiennes au Niger dans le but de punir la junte militaire pour sa prise de pouvoir et de repeler les populations nigériennes contre cette même junte. Parmi les conséquences de ces sanctions, nous savons la grosse crise énergétique dans laquelle se trouve le Niger. L'inflation a augmenté de manière drastique et le pays souffre d'une pénurie de produits essentiels, notamment de médicaments. Les relations entre la CEDEAO et le Niger se sont dégradées depuis l'application de ces sanctions. Le Niger a depuis lors formé avec le Mali et le Burkina Faso une alliance, l'AES. Et en janvier 2024, les trois pays ont annoncé leur départ de la CEDEAO. La CEDEAO s'est dès lors lancée dans une opération reconquête et séduction avec pour mission de faire revenir ces trois pays dans le bloc régional. La CEDEAO, bras droit de l'impérialisme occidental en Afrique, réussira-t-elle à reconquérir les pays de l'AES? Affaire à suivre. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous voulez aller un peu plus loin dans votre recherche de connaissances, n'hésitez pas à consulter nos sources bibliographiques. Elles sont dans la barre de description. J'espère que ce format va plaire. On se retrouve au mois de mars avec la suite de l'empereur Bokassa. Si vous avez des suggestions de sujets ou autres, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. À la prochaine.